Donc pour ce premier rendez-vous de l'année de la Voix au chapitre, nous avons la chance de recevoir un invité qui a interviewé les plus grands écrivains français ou étrangers. Rendez-vous de tous les passionnés de littérature, Apostrophe ou encore Bouillon de culture, sont des émissions qui ont marqué toute une génération et qui n'ont jamais été égalées ni vraiment remplacées. Si Bernard Pivot est une figure incontournable du petit écran et l'une des personnalités les plus populaires de France, son activité ne s'est pas pour autant jamais limitée à la télévision. Ainsi, il est à l'origine de la création du magazine Lire ou du championnat de France d'orthographe, les fameux Dico d'or. Plus qu'un journaliste, Bernard Pivot est avant tout un amoureux des lettres et un défenseur acharné de la langue française. C'est sans doute pour cette raison qu'en 2004, il est élu à l'Académie Goncourt. Cependant, aujourd'hui, c'est l'écrivain que nous recevons pour son dernier ouvrage, Les mots de ma vie. Cette autobiographie à peine déguisée lui permet de faire un retour sur sa carrière et sur sa vie. Je n'irai pas plus loin, bien sûr, et je laisse le soin à Stéphane de vous faire découvrir les multiples facettes de la personnalité de notre invité. Merci et bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous avez déjà eu plus de monde derrière le petit écran, mais devant vous, comme ça, 1500 personnes qui vous regardent ce soir. À la télévision, on ne voit pas les personnes. Et voilà, donc c'est plus intimidant. On n'a pas le trac, on a beaucoup plus le trac quand on voit les gens. D'un seul coup, même si les visages sont sympathiques, souriants, affables et généreux, il n'empêche que c'est plus impressionnant de voir beaucoup de monde, surtout comme ça. En plus de ça, je sais qu'il y a des gens dans d'autres salles que je viens de saluer. Donc c'est très impressionnant et je vous assure que c'est beaucoup plus impressionnant que de faire une émission en direct. Donc vous êtes 1500 ce soir, ce qui est le deuxième record de fréquentation de l'histoire de la Voix au chapitre. Après, vous savez qui ? Quelqu'un que vous avez interviewé. Oui, mais une femme qui a beaucoup plus de mérite que moi, ça fait aucun doute. Il s'agit de Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, voilà. Alors après le grand journal de Canal+ hier soir, vous êtes ce soir à la Grande Abbaye de l'Épau, dans la Sarthe, pour évoquer ce livre, Les mots de ma vie, paru chez Albin Michel, où l'on découvre derrière le lecteur, car c'est finalement beaucoup comme cela que les gens vous perçoivent, derrière le gratteur de tête, nous y reviendrons, derrière le questionneur, nous l'aborderons aussi, on découvre un homme gourmand, joyeux, triste, drôle, ronchon, mais aussi sensuel, un homme qui aurait aimé être rock'n'roll, un homme qui aurait pu écrire un roman qui se serait intitulé La vie désinvolte, un homme qui s'est retenu toute sa vie de glisser sa main dans un décolleté affriolant. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Un homme évidemment amoureux des mots, de Haddock à Zut, ce sont les premiers et derniers mots de ce livre. Après le petit Robert que vous n'avez jamais quitté, voici donc le petit Bernard, pas illustré en tout cas, mais extrêmement drôle. Je peux vous dire que j'ai beaucoup souri à la lecture de votre livre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, puisque ce n'est finalement ni une autobiographie, ni des mémoires, est-ce que c'est finalement le livre de la mémoire de Bernard Pivot ? Est-ce que ce serait plus juste de dire ça ? Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, j'ai failli intituler ce livre « Le roman de ma mémoire ». Ah, d'accord. Oui. D'accord. Parce que je n'ai pas voulu écrire une autobiographie, vous savez, en commençant, je suis né le temps, et puis mener ça chronologiquement. Il me semble que la mémoire ne se prête pas à ce travail qui est trop logique. La mémoire, elle est pas chronologique elle est désordonnée, elle est folle, elle est capricieuse, elle est poétique, et donc elle vous fait passer d'une minute à l'autre d'un souvenir qui date d'il y a 40 ans, à un souvenir de la veille, un souvenir triste, un souvenir joyeux, d'un souvenir professionnel, un souvenir gourmand, et j'ai laissé ma mémoire fonctionner comme elle le voulait. Et donc elle me suggérait des mots, alors je les prenais ou je les écartais, mais et chaque fois d'ailleurs si je puis me permettre, ceux ou celles qui feront le plaisir de lire le livre, c'est de commencer de le lire comme si c'était un roman, de commencer par le début, de terminer par la fin, et non pas de piocher au hasard comme on le fait dans les dictionnaires généralement, parce que c'est ainsi que vous voyez fonctionner une mémoire et fonctionner surtout la manière très éclectique dont elle fonctionne, passant, encore une fois, d'un mot parfois douloureux à un mot joyeux, d'un jeu de mots à un mot professionnel, et ainsi de suite.
Alors votre mémoire finalement ne vous a pas fait défaut pour ce livre, parce que autant jusqu'à l'âge de 11 ans, vous pouviez lire une fable de La Fontaine 5-6 fois et finalement la connaître par cœur, autant vous racontez dans le livre qu'à partir de 11 ans, elle est devenue, vous dites, poreuse. Oui. Ouais. Ça vous a pas joué des tours en même temps pendant les émissions? Oui, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école communale de Quincy-en-Beaujolais pendant la guerre, je n'avais que 2 livres. J'avais une vieille édition du Petit Larousse et les Fables de La Fontaine. Alors les Fables de La Fontaine, évidemment, La Fontaine est resté l'un de mes auteurs préférés et je connaissais les fables. Alors j'ai eu je ne sais pas, pour les gens qui ont mon âge se souviennent qu'à cette époque, il y avait beaucoup de tuberculose, mais il y avait aussi ce qu'on appelait des primo-infections. C'est-à-dire c'était le stade avant la tuberculose. Et j'ai eu une primo-infection. Je suis allé dans non pas un sanatorium, mais un préventorium, ça s'appelait comme ça à l'époque. J'y suis resté 2 mois. Et quand je suis revenu, bizarrement, moi qui avais une mémoire formidable, cette mémoire s'en était allée. Alors je ne dis pas que je l'ai perdue totalement, mais j'avais plus la mémoire extraordinaire que j'avais quand j'étais enfant. Et j'ai consulté souvent des médecins qui savent qu'il y a un rapport donc, entre les poumons et la mémoire. Mais la faculté est encore, en règle générale, incapable d'expliquer le pourquoi et le comment. Voilà. Votre mémoire, en revanche, dites-vous, faisait preuve d'intensité, d'acuité, de bonne volonté lorsque vous prépariez vos émissions. Ah oui, chance. Alors là oui, j'ai pas une mémoire qui se souvient d'il y a très longtemps, mais sur le coup, je peux la mobiliser pour qu'elle fonctionne d'une manière intensive. J'étais capable, lisant pour le vendredi soir, lisant donc 4, 5 ou 6 livres, alors là, de faire en sorte qu'elle soit ma servante la plus obligée, la plus fidèle, la plus généreuse possible. Donc je faisais tout pour qu'elle m'accompagne et qu'elle me fournisse tous les mots, toutes les questions, toutes les clés dont j'aurais besoin pendant l'émission. Donc là, oui, c'est vrai que cette faculté de la mobilisation de la mémoire, je l'ai eue. Oui. Parce que là, vous étiez capable de citer des extraits du livre, vous vous souveniez exactement de ce qu'avait dit l'auteur, de moindres mots. Oui, mais pendant une semaine, en fait. Oui, mais alors ça, c'est une astuce extraordinaire, c'est que les écrivains, quand ils venaient chez moi dans mon émission, ils avaient écrit leur livre souvent 1 an auparavant. Ils avaient fini de l'écrire. Entre le moment où ils ont remis le manuscrit, le moment de la publication, il s'est passé un certain temps. Puis entre le moment de la publication où ils venaient dans mon émission, il s'est passé un certain temps. Ils avaient un peu oublié leur livre. Parce que moi, il était tout frais, je venais de le lire. Alors parfois, d'un seul coup, ils me sortaient quelque chose. Je leur disais, mais attendez, vous dites le contraire dans le livre. Et alors je leur sortais la citation. Ils me disaient, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. Mais ça, c'est l'avantage, effectivement, de lire un livre quand on fait l'effort de le lire. Et il est beaucoup plus frais à votre mémoire qu'à la mémoire souvent de l'auteur. Vous dites que le plus difficile quand on écrit un livre comme celui-ci, c'est de se rappeler à travers des mots qui ont beaucoup vécu et qui appartiennent à tout le monde, leur fraîcheur au moment où ils se sont posés dans notre tête ou sur notre cœur. Ça a été l'exercice finalement le plus compliqué pour vous dans l'écriture de ce dictionnaire? Non, c'est pas très compliqué. Je trouve qu'au contraire, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur quand c'est arrivé. C'est un vrai bonheur, c'est de prendre les mots. Et ils sont partout, les mots. Vous en avez plein la tête, vous en avez plein le cœur, vous en avez plein l'âme, plein le sexe. Les mots, ils sont partout, on les entend, vous nous entendez là. Et les mots sont nos serviteurs, ils sont nos amis, ils nous accompagnent sans arrêt. On ne pense jamais à eux, mais on a tort. On appelle, dès qu'on naît, on lance un cri, c'est pas encore un mot, mais très vite, il y aura le premier mot, qui sera généralement papa ou maman, et puis il y aura le dernier mot avant de mourir, et ce sont des millions de mots que nous échangeons. Alors certains mots, ils sont fatigués, ils sont ankylosés, ils sont rhumatisants, ils sont vieux, mais c'est formidable de les reprendre et de les rajeunir, de leur donner comme ça un petit coup de jeune au passage. Ça, j'adore ça. Vous prenez des mots qui appartiennent, justement qu'on trouve sous la plume de Rabelais, de La Fontaine, de Montaigne, de Molière, et d'un seul coup ces mots qui ont un peu vieilli, et bien, vous savez leur redonner un petit coup de peinture. Là, c'est formidable. On a vraiment du plaisir à les utiliser. Et puis il y a les mots d'aujourd'hui, les mots qui sont apparus il n'y a pas si longtemps, et puis des mots dont le sens a évolué, des mots qui ont été créés par des grands écrivains, j'en donne plusieurs exemples, et ainsi de suite. Donc les mots, je sais pas, moi j'ai toujours aimé les mots. Probablement parce que le premier livre que j'ai lu, avant de lire un roman, c'était Le Petit Larousse. Je l'ai lu, encore une fois, c'est la guerre, mon père était prisonnier, ma mère vivait avec ses 2 garçons,
Et donc, évidemment, on n'avait pas d'argent pour acheter des livres. D'ailleurs, où les aurait-on trouvés, les livres, à la campagne? Donc j'aimais vagabonder à travers cette vieille édition du Petit Larousse. Et ce goût du dictionnaire ne m'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, il n'y a pas de jour que je ne consulte un dictionnaire. Ça peut être aussi bien un dictionnaire des citations qu'un dictionnaire, le Grand Robert ou le Petit Larousse. Mais pratiquement, il n'y a pas de jour que et souvent, les gens ne me croient pas, mais si, je l'assure. Et pour moi, c'est resté un plaisir de consulter le dictionnaire. Et je pense que si j'avais été professeur de lettres, à Dieu ne plaise, parce qu'on y viendra peut-être, je suis un homme impatient et je pense que les professeurs sont des gens très patients. Et là, je leur lève mon chapeau. Mais je pense que si j'avais été professeur de lettres, je pense que chaque année, le premier cours que j'aurais fait, ça aurait été sur les dictionnaires, l'éloge du dictionnaire. Consultez les dictionnaires, vous y apprendrez des tas de choses. Alors maintenant, ils sont aussi sur Internet, bien entendu, mais même c'est très agréable d'avoir un dictionnaire toujours à portée de la main, de le regarder, de jouer avec les mots, comme je le faisais quand j'étais un petit garçon. Et justement, quand vous étiez un petit garçon, ce qui est très drôle, c'est que vous racontez que finalement les mots les plus longs vous apparaissaient les plus nécessaires. Oui, alors, c'est-à-dire, je notais des mots sur mon petit calepin, et alors je trouvais que les mots les plus... Alors, on n'employait pas l'époque, à cette époque on n'employait pas cette expression, ceux qui en jetaient, comme on dit aujourd'hui, c'était les mots longs. Alors moi j'aimais beaucoup les mots longs, je trouvais ça extraordinairement, je trouvais que c'était un mot extraordinaire. Vous voyez. Alors, je trouvais que Nabucodonosor était le plus grand des rois, Kilimandjaro c'était la montagne la plus impressionnante, et ainsi de suite. Mais il y avait un mot alors, qui me posait un problème, alors là évidemment insoluble, c'était le mot Dieu. Comme j'ai été pensionnaire dans un collège catholique pendant 5 ans, dire le mot Dieu, on l'employait souvent. Alors, ce qui me paraissait extravagant, c'est que je me disais que ça devrait être le mot le plus long, puisqu'il a créé le monde. Il a créé le monde, alors comment ça fait qu'il n'a que 4 lettres, là, quelque chose que je ne comprenais pas. Il y avait une sorte d'anachronisme extravagant entre la brièveté du nom de Dieu et puis l'immensité de sa création. Donc je n'arrivais pas à résoudre ce mystère. Et après, j'ai eu d'autres mystères aussi qui sont venus me chatouiller l'esprit. Alors vous dites que vous avez découvert très tôt que les mots n'arrivent pas à la même vitesse. Vous dites que vous avez découvert que sur la langue ou sous la plume, ces mots effectivement n'arrivent pas à la même vitesse. Certains bondissent comme des lutins, des diables, d'autres se traînent comme des clampins. Il y en a qui sont toujours volontaires pour sortir de la bouche du stylo ou du dictionnaire. Il en est d'autres qui se cachent à l'arrière du palais, dans la réserve d'encre entre 2 substantifs courants ou familiers du dico. Ça, vous avez cette obsession du mot juste tout le temps. Tout le temps, on le sent dans le livre. Et quand on vous écoute aussi. Ceux qui écrivent des livres ou même des articles essayent toujours d'avoir le mot juste. Alors, il faut toujours se méfier du premier mot qui vous vient à l'esprit, au bout du stylo ou au bout des doigts, parce que parfois il y a meilleur. Parfois il y a un mot peut-être qui est comme ça, qui est derrière votre tête et qui peut-être fera mieux l'affaire. Mais ça, c'est une question de plaisir d'écrire. C'est plaisir d'écrire. Alors moi, par exemple, puisque vous parlez du plaisir d'écrire, moi, je suis resté très manuel. C'est-à-dire que j'écris toujours à la main. Je crois à la sensualité. Au plaisir charnel de l'écriture à la main. C'est-à-dire saisir le stylo, le poignet qui glisse sur la feuille de papier, je trouve qu'il y a une sensation assez extraordinaire que je n'ai pas sur l'ordinateur en tapant avec mes doigts, que je n'ai pas. Et j'ai remarqué une chose, c'est-à-dire la première fois que je l'ai dite à la télévision, il paraît que ça a été reproduit immédiatement dans tous les internautes se sont envoyés la remarque, c'est que si vous envoyez une lettre d'amour à la main, les lettres seront liées. Si vous envoyez par ordinateur, jamais les lettres ne seront liées. Elles seront toujours séparées les unes des autres. Toujours. Et donc, vous avez toujours intérêt, si vous voulez manifester vos sentiments, à écrire une lettre à la main, d'abord parce que ce sera un plaisir charnel, qui ajoutera à la déclaration d'amour que vous faites. Donc, je vous conseille, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille plutôt, si vous voulez faire une déclaration à quelqu'un que vous aimez, envoyez plutôt une lettre manuscrite plutôt que taper sur l'ordinateur. Voilà. Nabokov disait sur un de vos plateaux, on doit tirer tout ce qu'on peut des mots car c'est le seul vrai trésor qu'un écrivain vrai possède. Vous pouvez qu'applaudir à de telles paroles. C'est la fonction même de l'écrivain, de rechercher toujours ce qu'il y a derrière les mots.
Oui, mais les mots, ils sont malins. Il y a des mots malins, il y a des mots cachetiers, il y a des mots farceurs, il y a des mots graves, des mots légers. Les mots sont comme nous, ils ont des caractères très, très différents. Mais ils appartiennent un peu plus aux écrivains, dites-vous. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, ils appartiennent un peu plus aux écrivains parce que c'est leur matière première, de même que les notes de musique appartiennent plus aux musiciens qu'à nous qui nous contentons d'écouter la musique. Ça me paraît normal. Il n'est pas de métier qui n'ait son vocabulaire technique. Comment les écrivains n'auraient-ils pas le leur d'un genre particulier puisqu'ils emploient des mots pour désigner d'autres mots qu'ils emmanchent et goupillent suivant leur fantaisie? Les écrivains restent toute leur vie de grands enfants qui se disputent les meilleurs oxymores et les plus subtils synecdoques. Ah, voilà. Alors, j'ai pas de dictionnaire, donc je vais vous demander la signification d'oxymore et synecdoque. Oxymore, c'est deux mots qui disent de sens contraire, un peu une douce violence. C'est un oxymore. Et synecdoque? Et une synecdoque, alors j'en emploie une, c'est un peu plus compliqué, oui, alors là, il faut que je fasse l'effort de la mémoire. Une synecdoque, voilà, oui, la synecdoque, bravo, vous la trouvez à l'entrée du mot cul. Oui, il y a le mot cul, pardon, mais c'est un mot français, hein, excusez-moi, mais il y a le mot cul. Et alors, le mot cul est assez extraordinaire parce que, regardez les expressions, d'ailleurs, des histoires de cul, le cul mène le monde, etc. Ça veut dire c'est le sexe qui mène le monde, c'est des histoires de sexe. Or, quand le cul fait partie de l'ensemble de la sexualité, et la synecdoque, c'est un détail qui nomme l'ensemble, ou bien un mot de l'ensemble qui désigne un détail. Et donc le cul est une synecdoque qui désigne l'ensemble du sexe, de l'activité sexuelle. Un film de cul, on voit très bien ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas que du cul dans le... Ouais. Bon. Et donc ça s'appelle une synecdoque. Et je prends l'exemple de François Villon. François Villon, quand il a écrit un jour « Plus n'en est le croupion chaud », ça veut dire qu'il n'aimait plus la femme et qu'il ne la désirait plus, il n'avait plus le croupion chaud. Quand il emploie le mot croupion, il ne sait pas qu'il emploie une synecdoque sexuelle. Voilà. Merci pour ce cours. On va parler des écrivains, évidemment. C'est à la fois osé, mais vous verrez que c'est quand même... c'est quand même... je me retranche derrière la grammaire, hein, quand même. Hein, Est-ce uniquement à son style, finalement, qu'on reconnaît un grand écrivain? À son style? Ah bah oui. C'est vraiment la marque de fabrique pour vous. Vous êtes capable de reconnaître le style d'un écrivain en le lisant? Oui, les meilleurs. Vous reconnaissez tout de suite le style de Proust, de Céline, de Montaigne, de Solers, de Modiano, de Clésio, de Tournier. Oui, bien sûr. C'est comme des vins, ça, une fois que... Sauf si vous vous arrangez pour prendre un extrait d'un livre où ils auraient trafiqué leur style. Mais sinon, non, vous le reconnaissez tout de suite. Vous dites que je ne suis devenu l'ami d'aucun écrivain. Est-ce que vous le regrettez pour certains? Oui, je regrette parce que c'était dans mon tempérament de rester sur son quant à soi, c'est-à-dire de ne pas devenir l'ami des écrivains. Et pourtant, j'aurais pu, avec certains, comme avec Marguerite Duras, avec Marguerite Yourcenar, avec... Jouando, enfin beaucoup d'autres, peut-être avoir des liens d'amitié ou bien échanger des correspondances avec eux. Et puis je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que journaliste littéraire, je devais garder mon indépendance, je devais rester à ma place, tout simplement. Je devais rester à ma place. Et qu'est-ce que je leur apporterais? Toujours des questions, encore des questions. Ils m'auraient dit au bout d'un moment, apostrophe, ça suffit. Et donc, je ne vois pas très bien ce que j'aurais pu leur apporter. Alors, quand on est ami avec quelqu'un, il y a toujours un échange, fatalement. Et si cet échange si cet échange est à sens unique, et ça ne peut pas marcher. Donc, alors je raconte cette anecdote, Marguerite Duras, qui j'avais fait un tête-à-tête qui avait eu beaucoup de succès. Elle détestait la télévision, elle était venue quand même en traînant les pieds. Elle a fait cette émission en direct avec moi. Ça a eu un retentissement considérable. Du coup, elle était réconciliée avec la télévision et en plus de ça, elle m'aimait bien. Elle m'a envoyé d'ailleurs un grand papier de son livre L'Amant avec à Bernard Pivot, mon camarade, mon ami, mon amant.
j'ai dit à mes 2 filles, ne croyez pas tout ce qui est écrit sur les dédicaces, parce qu'on ne sait-on jamais, quoi. Et après, donc, on s'est revus 1 ou 2 fois. Et puis un jour, elle m'a téléphoné à 2 heures du matin pour me lire le texte qu'elle venait de finir. Là, j'ai trouvé que c'était un peu dur, quoi. Donc voilà. C'était dur parce que c'était du Duras ou parce que c'était à 2 heures du matin? Non, parce que c'était 2 heures du matin. Oui, d'accord. Non, pas du tout. Non, c'était même honorable. Mais, Oui. mais ça, c'est mon tempérament. C'est vrai que aujourd'hui, je regrette effectivement de ne pas avoir tissé des liens d'amitié. Mais en même temps, je dis toujours que la meilleure façon de prouver son amitié à un écrivain, c'est de le lire. Oui. Et d'ailleurs, je cite dans le livre une phrase de Modiano qui dit « J'ai lu Julien Gracq pendant 30 ans, 25-30 ans, et je ne suis jamais allé le voir au bord de la Loire, là où il résidait. Je ne suis jamais allé le voir, mais il a raison. La meilleure façon de lui signifier son amitié, c'est de le lire. » Est-ce que vous étiez intimidé face à certains écrivains ou face à tous les écrivains que vous respectiez? Oui, devant Solzhenitsyn, oui, j'étais intimidé. Oui, bien sûr, parce que vous êtes devant Solzhenitsyn, j'ai fait 4 émissions avec lui. Vous êtes devant un homme qui a échappé, qui est rescapé de la guerre, rescapé du cancer, rescapé du goulag. Ça fait beaucoup. Et puis un immense écrivain, dont on sait qu'il est l'un de ceux qui auront fichu par terre le communisme. Donc vous étiez impressionné quand même, fatalement. Donc, mais au bout d'un moment, finalement, vous oubliez que vous êtes devant un immense personnage du XXe siècle. Vous êtes plus que devant un grand écrivain. Vous êtes devant un grand homme du XXe siècle. Au bout d'un moment, vous l'oubliez. Et des liens très, très naturels s'établissent entre l'interviewé et l'intervieweur. On ne va pas faire trop de nostalgie, mais est-ce qu'on ne s'intéresse pas finalement moins aujourd'hui aux auteurs qu'on ne le faisait à l'époque d'Apostrophe? Je sais pas, je ne peux pas dire ça. Non. Je sais pas. Je voudrais qu'on dise un mot sur Ego, enfin un mot. C'est plus le plaisir de lire en fait ce petit chapitre sur Ego, à moins que vous vous en souveniez. Oui, vous pouvez nous dire un mot sur Ego, parce qu'il paraît que celui des écrivains est très développé justement, mais je voulais juste que vous nous racontiez ce que vous dites dans le livre sur Ego, qui n'a pas d'accent. Pour quelle raison? Oui, alors, il y a des mots que j'ai mis dedans parce que ils sont curieux. C'est-à-dire, par exemple, leur orthographe correspond à leur sens. Alors, le plus facile, c'est libellule. La libellule est un insecte qui a 4 ailes, et vous prenez l'orthographe de son mot, il y a 4 ailes aussi. C'est magnifique. Il y a un accord entre l'orthographe et la morphologie de l'animal. C'est beau. Alors inversement, je regrette que je vais venir à Ego. Je vous en prie, allez-y. Je regrette que hippopotame, regardez l'hippopotame, il est lourd, il est massif, il pèse je ne sais pas combien de tonnes, et il a 3 P, donc il marche sur 3 pattes. Donc je pense que si on veut lui donner un peu plus d'aisance, un peu plus d'habileté, on devrait lui ajouter un 4e P, donc une 4e patte. Donc je propose qu'on écrive hippopotame, H-I, 2-P-O, 2-P-O, T-A-M-E. Voilà, je pense que ce serait bien. Et alors le mot égo, vous savez, le moi, hein, égo. Ça c'est un mot extraordinaire. Un jour je suis tombé dessus, mais je me suis dit, mais c'est inouï ce mot. Le mot égo est invariable. Les égos, ça ne prend pas d'S. Bon, on l'avait mis dans une dictée une fois. Bon, ça prend pas d'aide. Et au fond, c'est normal. Un égo, c'est un type qui a un égo extraordinaire, il est tout seul. Il se moque des moi subalternes, il se moque des autres égos. Donc il est tout seul. L'égo, il est donc toujours au singulier. Il ne peut pas accepter le pluriel. Et il n'y a pas d'accent sur le E. Et c'est un peu normal. Parce que le rôle de l'ego, c'est de mettre l'accent sur lui. Donc si on mettait un accent sur le E, il y aurait un pléonasme. Oui. Donc c'est un mot magnifique. C'est vrai qu'il y a des mots extraordinaires comme ça. Vous aurez beaucoup aimé en prof de français, hein, si vous aviez expliqué comme ça. Vous déconseillez, c'est assez drôle aussi ce passage, de faire cohabiter les écrivains sur les étagères. Certains écrivains, en tout cas. C'est assez drôle, ce passage. Oui, alors, bon, évidemment, il y a des choses un peu fantaisistes. Alors, il y a un chapitre sur les chambres bibliothèques, les salons bibliothèques, la cuisine bibliothèque et les WC bibliothèques. Voilà. Alors, vous voulez lequel? Non, c'était ça. Déjà, la cohabitation des écrivains. Dans la bibliothèque, c'est vrai que...
pouvez me croire ou ne pas me croire, hein, ça c'est à vous de faire comme vous. Un jour, j'avais remarqué que le matin, je trouvais des ouvrages de Duras et Dutour qui étaient par terre. Alors, d'abord, j'ai accusé mon chat. Je me suis dit, mais pourquoi il n'aime pas Duras et Dutour alors qu'il y a 1000 autres écrivains? Bon, et finalement, Duras et Dutour, c'était deux personnages qui ne pouvaient pas se supporter, ni littérairement, ni politiquement. Donc, donc, à mon avis, pendant la nuit, leurs livres se battaient et hop, ils tombaient. Alors, le matin, je ramassais un taxi de la Marne, ou bien Détruire, dit-elle, ou L'amant, etc. Et puis, donc il faut se méfier, par exemple, entre Aragon et Aron aussi, cohabitation était difficile, vous voyez, c'est un peu compliqué. Houellebecq et Tahar Ben Jelloun, qui est à l'Académie Goncourt, déteste Houellebecq, alors j'ai mis toute l'œuvre de Victor Hugo entre Houellebecq et Tahar Ben Jelloun, comme ça, ils ne peuvent pas se rencontrer. Mais en revanche, il y a aussi des rencontres extraordinaires. Par exemple, entre Henry Miller et Catherine Millet. Donc, ils sont proches l'un de l'autre. Alors, Henry Miller, c'était un écrivain, évidemment, qui a parlé beaucoup du sexe. Quant à Catherine Millet, elle a parlé que de ça. Donc, et alors là, leurs livres sont collés les uns aux autres dans des orgasmes absolument quotidiens, vraiment extraordinaires. Voilà. Vous pouvez ne pas me croire aussi. Hein. Alors, la chambre bibliothèque, passage très amusant également. Ah oui, alors, ouais. Allez-y, je vous en prie. Oui, alors moi, je n'ai jamais dormi avec des livres dans ma chambre. Et ça, c'est un petit peu plus sérieux. C'est-à-dire que dans votre chambre, enfin, ma chambre, il m'est arrivé de mettre des livres d'art, mais jamais de romans, jamais de pièces de théâtre. Parce que vous risquez quand même ceci, c'est que dans les romans, dans les pièces de théâtre, il y a de très mauvais personnages. Il y a des types abominables dans ces romans et dans ces pièces de théâtre. Vous avez des Madame Macmiche, vous avez la statue du commandeur, vous avez Thérèse Raquin, vous avez Raskolnikov, enfin, vous avez des brutes, vous avez plein de gens abominables. Et ces types-là, tous ces personnages-là, ils sont malheureux. Donc pendant la nuit, pendant que vous dormez, ils sont à 2 mètres, ils sortent des livres. Ils viennent vous tirer les oreilles, et le plus grave, ils s'introduisent dans votre tête. Et parfois, vous vous demandez pourquoi vous avez des cauchemars, tout simplement parce que vous avez dormi à côté de gens très peu fréquentables. Alors, vous pourrez me faire une objection, c'est de dire, mais attendez, dans les livres aussi, il y a des personnages merveilleux, il y a des fées, il y a des héros, il y a des saints, il y a plein de gens magnifiques. Mais ces gens-là, ils n'abandonnent pas leurs livres. Ils sont très contents dans la position où ils s'occupent. Ils restent dans leurs livres, ils sont très très heureux. Donc, eux ne bougent pas. Il n'y a que les mauvais personnages qui viendront vous emmerder pendant la nuit. Mais les bons ne viendront jamais vous secourir. Et alors, là, ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai une maison de campagne dans le Beaujolais. Alors ça c'est un peu vrai. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre à lire? Vous recevez des amis, des parents dans les WC. Vous ne pouvez pas mettre de la philosophie, c'est trop long. Vous ne pouvez pas mettre des romans, vous n'avez pas le temps. Même constipation sévère, vous ne pouvez quand même pas mettre des polars, vous ne pouvez pas mettre des... Alors, par exemple, il y aurait quelque chose qui serait bien, c'est de mettre des livres de spiritualité en disant, dans un endroit aussi prosaïque, élever son âme par des écrits, ça serait bien. Seulement, ça risque d'être mal interprété par les gens qui viennent, ils diront, ben voilà, les livres de spiritualité, il les fout aux chiottes. Donc je déconseille. Alors finalement, j'ai opté pour adapté encore une fois au peu de temps qu'on passe dans ce lieu, j'ai mis des livres de cours, des haïkus, des sonnets, des petites choses comme ça, les nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon, En attendant les barbares de Cavafi, les contre-rimes de Paul-Jean Toulet, les sonnets de Louise Labbé, les maximes de La Rochefoucauld. Voilà. Donc vous pouvez mettre des livres comme ça, ils sont adaptés au temps que vous allez passer aux toilettes. Voilà. Et puis vous dites également que vous citez l'enquête d'un institut américain qui s'appelle Love, Sex and Bed, qui dit que la lecture de quelques pages érotiques encourage vivement les partenaires, on s'en doutait, dites-vous, alors que l'irruption dans la tête d'un homme en pleine activité sexuelle du nom d'un écrivain ou d'un personnage érotomane peut couper brutalement son effort. Et là, dites-vous, surtout si la femme, les yeux encore bien ouverts, s'exclame « Ah, mais je n'avais pas remarqué, chérie, que tu avais les 11 000 verges d'Apollinaire. » Oui.
Oui, mais ça aussi, oui, là aussi, je déconseille de mettre des livres érotiques dans les chambres. Je pense que c'est pas très bon. Je veux dire, ça peut troubler aussi bien la femme que l'homme et donc, enfin, bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Non, du tout. Alors, non, c'était une parenthèse. Alors, vous dites que finalement, les écrivains que vous receviez apostrophe, vous avez beaucoup fonctionné à l'admiration dans les choix des écrivains. C'est vrai ? Bah oui, moi j'ai toujours fonctionné à l'admiration. D'ailleurs, ce que j'en fais l'aveu, d'ailleurs, c'est le deuxième mot du dictionnaire, exactement. Le mot admiration. J'ai pas été un bon élève, hein, c'est vrai. J'ai même redoublé la terminale pour passer le bac, donc j'ai été un élève moyen, pour pas dire parfois médiocre. Et je n'ai jamais admiré aucun professeur. Vraiment, c'est une chose qui ne m'est jamais arrivée. Non, il y a des professeurs que je préférais à d'autres, mais je n'ai jamais admiré. Parce que alors peut-être par manque de générosité de ma part, c'est pas impossible, mais en tout cas, et j'ai admiré pour la première fois des professeurs quand je suis devenu étudiant au Centre de formation des journalistes. Et je cite d'ailleurs le professeur de français qui s'appelait Michel Chrétien, qui était... de son vrai nom, il s'appelait Silberfeld, mais il avait choisi le pseudonyme de Chrétien parce que c'est un personnage de Balzac qui meurt sur une barricade. Et il avait dit, il ne peut pas y avoir quand même deux Michel Chrétien qui meurent dans des conditions tragiques, donc il avait pris le nom. Alors c'est pour montrer que c'est un esprit paradoxal et ironique, et il a eu une influence considérable sur moi. Donc je l'ai beaucoup admiré. Et j'avais 21 ans, donc j'ai eu une vocation tardive quand même de l'admiration. Et puis après, comment j'ai fonctionné, à ouvrir les guillemets, apostrophe ou Beyond Culture, à l'admiration, bien entendu, à l'admiration. Ce qui vous empêche pas, ça ne veut pas dire qu'on devient dévot, qu'on devient quelqu'un d'aplati devant la personne, non. Mais au départ, il y a de l'admiration pour les écrivains en général et pour certains écrivains en particulier. C'est vrai. Et je trouve que j'ai eu la chance d'avoir une vie dont le socle essentiel reposait sur l'admiration. Sur le hasard aussi, c'est un mot qui n'apparaît pas dans le dictionnaire, mais le mot hasard est aussi important dans votre vie parce que vous dites que c'est une succession de hasards qui a fait que vous êtes devenu un homme public. Non, alors il y a un mot qui n'est pas, c'est le mot chance. Chance, exactement. Il y a le mot chance, mais j'ai eu tellement de chance dans ma vie que je me suis dit, je ne veux pas en rajouter une couche là quand même, parce que il suffit de lire le livre pour s'apercevoir que j'ai vraiment cette chance m'a accompagné. La meilleure preuve, je suis encore là ce soir devant 1500 personnes. Alors avouez que si c'est pas de la chance, ça, donc la chance ne m'a jamais abandonné. Mais du coup, je l'ai pas mis, j'ai dit non, c'est idiot, je vais pas le faire. Mais la chance, j'en ai eu beaucoup, oui, c'est vrai. Le chiffre 5 vous a porté bonheur quand même. Alors le chiffre 5, oui, parce que je suis né à 5 heures de l'après-midi du 5e jour, du 5e mois de la 35e année. Et c'était un dimanche d'élection municipale à Lyon, donc je suis né à Lyon. Et le jeune médecin accoucheur a dit à ma mère, s'il veut aller voter, il faut qu'il se dépêche, parce qu'à ce moment-là, les bureaux de vote fermaient à 18h. Et donc, à ce moment-là, on ne savait pas d'ailleurs si c'est un garçon ou une fille qui arrivait. Hein. Donc c'était un garçon, c'était moi en l'occurrence. Et mon grand-père était ce qu'on appelle un radical socialiste, vous voyez, vraiment la moustache, comme ça. Il aimait le Beaujolais, les plats qui tiennent au corps, vous voyez. Donc, et alors, j'étais son premier petit-fils, et naître un jour d'élection municipale, le jour où Édouard Herriot était triomphalement réélu à Lyon, il y a vu évidemment le présage d'une carrière politique. Il s'est dit, c'est formidable. Ce qu'il n'a pas vu, mon cher grand-père, qui est mort avant que je le déçoive, il n'a pas vu, c'est que ce même dimanche, c'était une finale de Coupe de France de football. Donc si j'ai été influencé, ça a été par la finale de la Coupe de France et non pas par les élections. Voilà. Racontez-nous cette histoire de provincial que vous adorez, que vous racontez dans le livre sur le chiffre 5. Ah oui, alors sur le chiffre 5, oui, il y a une histoire que j'adore. Alors c'est vrai que ce chiffre 5 m'a accompagné toute ma vie, mais c'est incroyable. Regardez,
toutes mes émissions, je les ai faites le vendredi, c'est le 5e jour de la semaine. L'émission Empreinte qui a été faite sur moi, qui est passée sur France 5, c'était le 15 octobre et c'était un vendredi. Je veux dire, c'est incroyable. Le chiffre masse 5 m'a toujours... Alors finalement, des fois je me dis, prendre l'avion à 5, est-ce que c'est pas un peu risqué? En même temps, bon, je pense que c'est plutôt un chiffre porte-bonheur, donc je crains pas grand-chose. Et alors je raconte cette histoire quand même que je trouve très drôle. C'est on peut dire, je dis c'est un provincial, mais on peut dire un Lyonnais. C'est le 5 du mois, il prend le TGV à Lyon, c'est le TGV 2055, il est dans le 5e wagon, il est à la place numéro 5, il arrive à Paris, le taxi qu'il a commandé se termine par 5, l'hôtel que sa secrétaire lui est au 5 de la rue Troyon, il va au 5e étage, on lui donne la chambre 55. Je dis, mais c'est incroyable, c'est pas possible, je suis l'élu aujourd'hui du chiffre 5. Alors qu'est-ce qu'il fait? Regarde sa montre, il court à Longchamp et il met 50 000 € sur le numéro 5 dans la 5e course. Et le cheval est arrivé 5e. Le dollar vous a porté chance aussi. Le dollar. Ah oui, oui, mais ça, alors, il y a plein de choses mystérieuses comme ça, des petites choses qui ne valent pas. Mais c'est vrai que j'étais étudiant à Paris et j'ai fait la connaissance d'un Lyonnais qui était dans un ministère à l'époque, qui avait 3 ans de plus que moi, qui malheureusement est décédé. Ça a été un ami intime pendant toute notre vie. Et pour la première fois, il a sorti devant moi un billet d'1 $. J'avais jamais vu, vous imaginez, il y a 50 ans, $1, je l'ai jamais vu. Et il m'a dit, tiens, garde-le, ça te portera bonheur. Et je l'ai mis dans mon portefeuille. Et puis, le temps a passé, mais des années, il y avait toujours ce dollar qui était en dessous des billets de banque française, voilà, en dessous. Et un jour, je ne sais pas, vous vous rappelez, à un moment, les hommes, on portait des sacs. Donc j'avais un sac comme tout le monde, et je l'ai oublié dans la station de métro Charles de Gaulle. J'ai oublié mon sac, dedans il y avait les clés, tout, enfin bref. Et le soir même, une personne sonne, me rapporte mon sac avec tout, dont mon portefeuille, et c'était une Américaine. Elle était journaliste au New York Herald Tribune, elle travaillait à Neuilly, une Américaine. Et puis, donc, les années passent, je fais apostrophe, et un soir, chaque vendredi, on allait chez Lip avec mon équipe manger. Et le lendemain matin, le samedi, je m'aperçois que j'ai perdu mon portefeuille. Je dis, bon, montant en voiture, j'ai oublié. Et je reçois un coup de téléphone le dimanche après-midi d'une personne de l'hebdomadaire Le Point qui me dit, voilà, on a retrouvé votre portefeuille, on nous l'a ramené ici. Je dis, bon, c'est très gentil. Qui dois-je remercier? Il me dit, écoutez, on ne sait pas. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un Américain qui nous l'a ramené. C'est un Américain qui l'a ramené, qui a repris l'avion ce matin pour les États-Unis. C'est-à-dire que 2 fois, mon portefeuille a été... D'abord, qu'on vous le rapporte, c'est déjà extraordinaire, avec tous vos papiers, tout l'argent. Mais que ce soit sur 2 Américains, c'est quand même extraordinaire. Donc j'ai vu quand même une relation entre ce dollar porte-bonheur qui était dans mon portefeuille et ces 2 Américains. Et puis, les temps ont encore passé. Et puis un jour, j'ai perdu mon portefeuille, parce que je suis très étourdi. J'ai perdu mon portefeuille dans un restaurant, sorti du restaurant du Morvan. J'en ai conclu qu'il n'y a pas d'Américains dans le Morvan. Alors pour ceux qui vous ont vu déjà dans des émissions évoquer votre livre, vous avez déjà montré un objet qui n'est pas un porte-bonheur, mais qui en revanche a pu vous aider. C'est un marron que vous avez dans votre poche, que vous avez montré déjà partout. Oui, je l'ai monté. Je ne peux pas aller à une émission de télévision sans qu'on me demande. Évidemment. Donc là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mon marron. Non, entre l'âge de 20 et 30 ans, j'ai souffert de rhumatisme articulaire infectieux. Maladie qu'on appelle, s'il y a des médecins parmi vous, ils savent que ça s'appelait la maladie de Bouillot. Mais c'est une maladie qui a disparu aujourd'hui. Quand on soignait mal une angine, on prenait des rhumatismes articulaires infectieux. Et j'avais une tante dans le Beaujolais qui était un peu spécialisée, vous savez, comme les vieilles personnes dans la pharmacopée champêtre, qui m'avait dit, là-dessus, pas de problème, il faut que tu prennes un marron, tu portes toujours dans ta poche, c'est très bon contre les rhumatismes articulaires infectieux. Donc, alors, les rhumatismes ont passé, puis à l'âge de 30 ans, j'avais toujours ce marron. Et je l'ai gardé. Je me suis dit, c'est bien parce que quand... oui,
par exemple, quand vous êtes debout, et puis j'ai horreur de me mettre en colère. Je ne me mets jamais en colère. Mais il y a des moments où vous êtes irrité par quelqu'un. Je sais pas que... Alors, à ce moment-là, donc, j'ai ce marron, et je le caresse, je le titille, je le presse, etc. Et ça m'empêche de perdre mes nerfs. Voilà. Donc après avoir soigné mes muscles, ce marron soigne mes nerfs maintenant. Et donc j'ai toujours ce marron dans ma poche droite. Alors, dès que je vais dans une émission de télévision, on me dit montrez votre marron. Voilà. Alors, vous avez publié un livre avec Pierre Nora, c'était des entretiens qui faisaient suite. C'était à la fin d'Apostrophe, je crois. C'est à la fin d'Apostrophe, avec un rajout à la fin de Bouillon de Culture, qui s'appelle Le métier de lire. Le métier de lire. Et Pierre Nora disait que vous étiez un concentré de Français qui réussit à faire le plein de deux publics, le populaire et le sophistiqué. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Alors, je pense... Non, parce qu'évidemment, on m'a toujours dit, mais pourquoi Apostrophe marchait si bien, ouais. Pourquoi, etc. Alors, évidemment, je suis le dernier à pouvoir répondre à cette question. Enfin, si j'ai essayé d'apporter des réponses, elles valent ce qu'elles valent. Finalement, c'est plutôt aux gens à dire pourquoi ça marchait, j'en sais rien. Enfin bon, j'essaye dans le livre de dire pourquoi Apostrophe est devenue une émission un peu mythique. Et je pense que c'est Pierre Nora, donc, qui était à l'Académie française, il n'est pas à l'Académie Goncourt avec moi, c'est dommage, mais... c'est lui qui, je pense, est approché le plus près c'est-à-dire que voilà, je suis une sorte de concentré de Français. Au fond, les Français reconnaissaient en moi quelqu'un qui était sorti de leur rang, qui n'avait pas fait d'études supérieures, qui n'était pas... Alors, c'est vrai que ce concentré de Français, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis né à Lyon, mais d'un père qui était de la Loire et de ma mère du Rhône, donc de départements limitrophes. Tous les ascendants sont tous du Rhône et de la Loire. On n'était pas très aventureux dans la famille, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, j'ai reçu une éducation chrétienne, une éducation morale très, très, très sévère, même, on peut le dire. Bon, je ne m'en plains pas. Et puis j'ai eu du goût pour... J'ai eu du goût pour le travail, j'ai eu du goût pour les livres, du goût pour le sport et le football en particulier, du goût pour le vin, du goût pour la gourmandise, pour les plats. Et je pense que tout ça est très très français. Et je pense que c'est ce que veut dire Pierre Nora, il veut dire que les Français se reconnaissaient en moi dans une manière, au fond, d'aborder les intellectuels, ce que je n'étais pas. Mais si je veux compléter mon portrait, je dirais, et ça se voit d'ailleurs dans le livre, que je suis très admiratif, alors ça, je ne sais pas si c'est très, très français, je suis très admiratif de ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je suis très admiratif des gens qui sont mon contraire. Donc, je suis très admiratif des femmes. Et il y a un éloge continuel des femmes dans ce livre. Je suis très admiratif des femmes, parce qu'elles m'ont toujours ébloui, depuis ma mère jusqu'aux femmes qui sont entrées dans ma vie, y compris beaucoup de femmes écrivains. Bon, vraiment, j'ai toujours été ébloui par elles. Donc, je suis très aussi admiratif des musiciens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le mot musique, je regrette de ne pas l'avoir mis, des musiciens parce que je ne suis pas un musicien. Je suis très admiratif aussi, et alors là c'est encore plus extraordinaire, c'est des militants. Je n'ai pas du tout l'âme d'un militant. Et j'ai plein d'admiration pour les militants, quelle que soit la cause qu'ils servent. Les militants de la foi ou les militants politiques, vraiment, je n'aurais jamais pu être comme eux, mais ça ne m'empêche pas d'admirer leur foi, leur espérance, peut-être aussi leur naïveté, enfin, bref, je trouve que voilà, ils ne me ressemblent pas du tout. Et enfin, une quatrième catégorie qui est très présente dans le livre, je suis très admiratif aussi des cosmopolites. C'est-à-dire, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui sont un petit peu de sang ukrainien, un peu de sang polonais, un petit peu de sang juif, un petit peu de sang américain, qui ont un peu par-dessus de la vodka, de la grappa, etc. Et alors, c'est des gens quand même extraordinaires parce qu'ils parlent 4 ou 5 langues, ils jouent d'un instrument, ils changent de pays comme de chemise, ils abandonnent leurs amours et leurs amis comme ça. Parfois, c'est irritant. Mais je trouve que c'est des gens absolument fascinants. Et évidemment, je ne suis le contraire d'eux, mais ça ne m'empêche pas de les admirer. Et c'est pourquoi j'ai fait l'émission Double Jeu. J'ai fait l'émission Double Jeu parce que c'était des portraits d'hommes et de femmes qui sont nés dans une autre culture, une autre langue que les nôtres, et qui, pour des raisons malheureuses ou heureuses,
Heureuse, parfois c'est l'amour. Malheureuse, c'est souvent parce qu'ils fuyaient le communisme ou un pays fasciste, sont venus s'installer en France et ont ajouté à notre patrimoine culturel. Alors il n'y avait pas que seulement des écrivains dans Double Jeu, il y avait aussi des chanteurs, des metteurs en scène, des comédiens, des architectes, des compositeurs, etc. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Puis j'allais aussi dans des pays, je suis même allé jusqu'en Australie, Chili, pour faire des émissions avec des francophones et des francophiles, pour qu'ils nous parlent la langue française qu'ils aimaient et qu'ils nous expliquent pourquoi ils aimaient cette langue française. Donc, et là, j'insiste beaucoup sur cet aspect cosmopolite. Je dis, par exemple, il y a une entrée sur fleuve. Alors, Lyon a une particularité, c'est qu'il y a 2 fleuves qui se rencontrent à Lyon. Enfin, on dit que la Saône est une rivière, mais enfin, c'est quand même presque un fleuve. Mais c'est quand même illusoire de dire que Lyon a 2 fleuves, parce qu'à la sortie de la ville, à la sortie sud de la ville, la Saône se jette dans le Rhône. Vous remarquez, c'est toujours elle qui se jette dans les bras de lui, hein, c'est pas le contraire. Donc c'est la Saône qui s'est jetée dans les bras du Rhône. Et alors mais je pense que les créateurs d'aujourd'hui, surtout de demain, appartiendront à 2 fleuves. Pas 2 fleuves qui se jettent l'un dans l'autre, mais 2 fleuves qui sont distants l'un de l'autre, donc qui ne se rejoignent pas, et qui seront à la fois, disons, à la fois de la Loire et du Mississippi, qui seront à la fois du Rhin et du Danube. C'est-à-dire qu'ils appartiendront à 2 fleuves, mais qui ne se jetteront pas dans la même mer. Et leur esprit, leur créativité sera irriguée par ces eaux très différentes les unes des autres. Je crois qu'il y aura de plus en plus d'artistes comme ça qui appartiendront à 2 fleuves et plus si affinité. Quelques mots, tiens, sur les femmes. La beauté de la femme est la seule preuve de l'existence de Dieu. Non, là, laissez... Le sourire des femmes est la preuve qu'il ne faut pas avoir peur. Non, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas lire en plus. Ah oui, je ne vais pas tout lire. Non, j'en lis 3-4 seulement, il faut garder le suspense. J'aime bien les 2 dernières. Juchées sur des talons hauts, les jambes des femmes sont la preuve que l'homme a su ajouter à l'excellence de la création. Et les yeux des femmes sont l'une des preuves de l'existence du diable. Ça, j'aime bien cette chute. Oui, ben oui. Oui, non, j'ai dit que la femme est la seule preuve de l'existence de Dieu parce que, d'abord, ça fait plaisir aux femmes. C'est déjà une bonne raison. Ça fait plaisir à Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui me paraît vrai. Évidemment, je serais incapable de le démontrer, mais je pense qu'il y a dans la beauté de la femme quelque chose de réussi. Alors, il y a des choses plus intimes dans cette page-là, mais que je vous laisse le soin de découvrir. Vous dites que vous avez bien vécu finalement votre notoriété tout en n'oubliant jamais qu'elle était éphémère et volatile. Et ce que vous appréciez, c'était un des avantages de la notoriété, c'est lorsque les gens venaient vers vous et vous disaient à quel point vous leur aviez donné le goût de la lecture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous touche beaucoup. Là, vous avez raison, c'est une chose qui me fait très plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent à Paris, puisque j'habite Paris, mais quand je vais dans des villes de la régionale aussi, ça m'arrive aussi, c'est de rencontrer des femmes et des hommes qui ont aujourd'hui plus de 30 ou 40 ans et qui me disent, souvent les femmes m'embrassent en me disant c'est formidable parce que vous m'avez donné le goût de la lecture. Alors, et parfois, pratiquement, c'est toujours la même histoire. C'est toujours, mes parents m'ont dit, tiens, il faut que tu regardes Apostrophe ou Bouillon de Culture, il faut que tu regardes. Alors au début, je maugréais, etc. Puis j'ai pris goût à l'émission. Et puis après, j'étais devenu assidu à votre émission et j'ai acheté des livres et je continue d'acheter des livres et je continue de les lire. Alors moi, ça me fait évidemment plaisir parce que je me dis que je n'ai pas travaillé en vain, qu'une émission comme les émissions que j'ai faites, elles ont servi à quelque chose, elles ont servi à développer le goût de la lecture, elles ont servi à faire aimer les écrivains, à faire aimer les livres. Et je pense d'ailleurs qu'une émission littéraire qui ne donne pas ce goût, cette envie, ce désir de lire, elle ne sert à rien. Et je fais la distinction d'ailleurs, parce que souvent on me dit « Ah oui, Pivot, il a fait vendre beaucoup de livres ». Alors je rectifie toujours. Non, je dis « Pivot, il a fait acheter beaucoup de livres ». C'est pas la même chose. Vend, ce sont les éditeurs qui vendent, ou les libraires. C'est bien, sans éditeur, sans libraire, il n'y aurait pas de livre. Et sans écrivain non plus. Mais ce qui est important, c'est le mouvement du public qui entre en librairie et qui va acheter le livre. C'est ça le mouvement le plus important. Amour des livres, mais aussi, dites-vous 2 fois d'ailleurs dans le livre, putain de livres et salaud de livres, je vous cite.
Oui, parce que ça, c'est C'est un regret quand même. un chapitre douloureux. Très douloureux. Ouais. Parce que j'ai commencé, je suis une vocation tardive de la télévision, parce que je faisais la presse écrite de la radio. Et à 38 ans, j'ai donc commencé à ouvrir les guillemets. Et c'est pas moi qui ai voulu faire de la télévision, on me l'a proposé. Et évidemment, quand j'ai pensé que c'était une chance dans ma vie, donc j'ai saisi cette chance et j'ai tout fait avec une opiniâtreté, une énergie, une volonté héritée d'ailleurs de la pratique du sport, ce que je raconte dans la pratique du football, avec cette énergie de réussir, de gagner, donc vraiment de gagner, et donc de faire en sorte d'apporter des satisfactions aux gens qui me faisaient confiance. Et donc j'avais 38 ans, j'avais une famille. Et d'une certaine manière, j'ai sacrifié ma famille, enfin pas sacrifié, pas exagéré, mais je n'ai plus eu la vie de famille que j'avais avant la télévision. Il y a eu avant la télévision et pendant la télévision. Et fatalement, ma famille, je passais plus, je lisais entre 10 et 15 heures par jour, y compris les week-ends. Donc fatalement, c'est un peu difficile à avouer, mais c'est vrai, il fallait que je le dise dans ce livre. J'ai un peu sacrifié ma famille à ma vie professionnelle à partir de ce moment-là. Mais c'était la seule façon de réussir l'émission. Sinon, alors aujourd'hui, je peux avoir un peu de regret en me disant, est-ce que tu n'aurais pas pu être un peu plus respectueux des équilibres ? Peut-être, mais bon, à l'époque, je fonçais et j'ai pas toujours eu l'attitude que j'aurais dû avoir vis-à-vis des gens qui m'étaient les plus proches. Ce sont des très belles pages, en tout cas. Tout comme les sont d'ailleurs les pages, je ne vais pas les lire ici, sur l'amour, quand vous racontez les premiers moments de l'amour. Ce sont des très, très jolies pages. Vous racontez le début de l'amour, de la rencontre, les premières lettres, les premiers appels téléphoniques, mais ça, vous les lirez en achetant le livre. Ce sont de très beaux passages également. C'était d'ailleurs le moment de l'écrire, ce livre, pour dire de telles choses à sa famille, à ses proches, à ses filles. Vous n'auriez pas pu écrire ce livre il y a 5 ou 10 ans ? Oui, non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, il y a certaines pages, comme celle que je viens d'évoquer, je n'aurais pas eu le courage de l'écrire. Et puis, dans 2 ans ou 3 ans, probablement, je n'aurais plus le désir. Donc, ce livre est arrivé au bon moment dans ma vie. Je me suis mis à l'écrire et je l'ai écrit avec bonheur, avec une certaine joie, parfois avec un peu de douleur, notamment quand je parle de la famille. Mais voilà, c'était le moment d'écrire ce livre. Et l'accueil qui lui est fait prouve que, d'une certaine manière, j'ai eu raison. Ouais. Alors on demande souvent aux écrivains, d'ailleurs ceux qui sont venus ici, on leur a souvent demandé comment ils écrivaient, quand ils écrivaient, où ils écrivaient, et on demande finalement assez peu aux lecteurs comment ils lisent, vous par exemple, lecteur professionnel. Comment lisez-vous, où lisez-vous, et à quel moment lisez-vous ? Vous le dites dans le livre. Alors, je vais répondre à votre question, mais je voudrais revenir sur le fait que la famille a pâti de mes lectures. Je me rappelle avoir fait une émission à Bamako, donc capitale du Mali, où il y avait sur le plateau, il y avait des écrivains et des griots. Et les griots sont les protecteurs de la famille là-bas. Et les griots détestaient les écrivains et les lecteurs. Pourquoi ils détestaient ? Parce que l'écrivain s'isole, le lecteur s'isole de la famille. Il rompt avec la famille. Il n'est plus en adéquation avec la famille. Donc les griots détestaient tout ce qui pouvait couper la famille. Et l'écriture et l'écriture, ce sont 2 activités qui, effectivement, isolent ceux qui s'y adonnent. C'est évident. Alors, pour les lectures, alors je ne suis pas rigolo dans mes lectures. Hein. Ça, je suis pas je ne lis pas au lit, je ne lis pas dans le bain, je ne lis pas à la plage, je ne sais pas lire du tout comme ça. La lecture, pour moi, est quelque chose d'assez rigoureux. Donc, je suis assis sur du dur avec une table et le livre dessus et un stylo à côté pour prendre des notes. Sinon, je lis mal. Voilà. C'est un vrai métier, en tout cas, de lire, oui. Vu le titre du livre de Pierre Nora. C'est un métier, véritablement ? Oui, c'est un métier de lire. Oui, c'était devenu mon métier. Ah, oui, évidemment, je lisais pour alimenter la boîte à questions. Hein. Il fallait toujours qu'il y ait des questions, donc en avoir beaucoup plus d'ailleurs que je n'en avais besoin pendant l'émission. Toujours avoir plus de... C'est comme un chasseur. Le chasseur, il part avec des cartouches, il sait très bien qu'il ne va pas tirer toutes les cartouches, il va pas rencontrer assez de gibier. Eh bien, c'est la même chose. Moi, je partais avec des questions plein la tête, mais il y avait seulement probablement un tiers ou un quart des questions qui allaient
qui allait être posée. Mais c'est la seule façon de ne pas avoir le trac, d'être. C'est pour ça que moi, j'ai jamais pu faire une émission sans avoir lu un livre du débub à la fin. Ouais, c'est ça. J'aurais une trouille absolument gigantesque. Pas de lecture en diagonale. Ah non, aucune, Jamais. jamais. C'est pour ça que ça me prenait tant de temps. C'est pour ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Aucune lecture en diagonale. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas faire la méthode de lecture rapide parce que dans les romans, dans la littérature, le style compte. Le style compte énormément. Si vous lisez à toute allure, le style n'a plus d'importance. Le style est capital. Vous dites qu'on ne lit plus d'ailleurs de la même manière. Plus on vieillit, plus on lit différemment. Vous dites qu'on ne lit pas avec le même sang-froid, par exemple. Je vais essayer de retrouver la page. Oui. Ah oui, mais alors ça, c'est un effet de l'âge. Ouais. Ça, c'est un effet de l'âge, c'est-à-dire que je ne lis plus aujourd'hui les romans où on raconte des histoires de famille, des histoires d'amour, avec le même détachement que je lisais il y a encore 10 ou 15 ou 20 ans. Parce que je trouve qu'il y a des moments, mais je suis persuadé que les lecteurs et les lectrices qui sont nombreux parmi vous, certainement ont déjà éprouvé ce que je vais raconter. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'écrivain, le romancier raconte quelque chose qui vous rappelle tel fait que vous n'avez pas vécu de la même manière. Bien entendu, ce n'est pas la même façon, mais quand même, il y a une ressemblance entre ce que le romancier décrit et ce que vous-même vous avez vécu. Histoire d'amour, histoire de famille recomposée, histoire d'enfants, histoire d'adultère, etc. Et donc, vous vous arrêtez dans votre lecture et tout d'un coup, vous rapprochez tel épisode de votre vie à tel épisode qui se trouve dans le roman. Et c'est pas toujours agréable, d'ailleurs. Ou bien, parfois, c'est une réflexion d'un personnage, et ça vous rappelle, tout d'un coup, soit vous contestez, ou soit vous l'approuvez, mais ça vous rappelle une scène, peut-être, que vous avez vécue vous-même, ou bien qu'on vous a raconté, ou une scène qui est arrivée à votre ami, à un copain à vous, ou bien à un frère ou à une sœur, etc. Donc, je trouve que plus on vieillit, et plus on fait des arrêts qui ne sont pas toujours agréables, et parfois certains le sont aussi, dans la littérature, disons, romanesque, qui parle de l'amour et de la famille. Vous avez vanté tout à l'heure la sensualité de l'écriture manuscrite, et notamment pour l'écriture des lettres d'amour. Je pense que tous ceux qui sont dans cette salle qui n'ont pas lu le livre vont tomber de haut. Bernard Pivot est accro au texto. Oui. Oui, ça, c'est une vraie surprise. Oui, c'est une vraie surprise, ça surprend tout le monde. Oui. Mais non, mais moi, je sais pas, j'adore les textos, j'adore les textos et j'adore envoyer des mails ou des courriels. Moi, je dis courriel, hein, mais parce que je fais l'éloge dans le livre à la fois de la générosité et de la technique moderne. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on veut être généreux, si on veut être attentif aux personnes que l'on aime ou que l'on estime, la technique vous permet des choses extraordinaires. C'est-à-dire que vous pouvez, sans déranger la personne, lui envoyer un texto, lui envoyer un courriel ou un mail pour lui dire, je ne sais pas, je pense à vous, j'ai de la sympathie pour vous, ou bien vous vivez des moments difficiles, je suis avec vous, ou bien je vous aime, ou bien je te rappelle que je suis ton ami, etc. Et sans déranger la personne, vous envoyez le texto, vous envoyez le mail. C'est formidable. Dans ma jeunesse, j'ai jamais eu ça. Vous imaginez, moi, il fallait écrire à la poste, on recevait la réponse 3 jours après. C'est extraordinaire, ces moyens ces moyens que permet la technique moderne d'entrer en contact avec les gens que vous aimez. Et je raconte même qu'il m'est arrivé d'aller, par exemple, d'aller à l'étranger, passer une semaine chez des amis et rentrer par l'avion et rentrer chez moi, j'ouvre mon ordinateur et il y avait un message d'accueil des gens chez qui j'avais passé dans cette semaine-là. Ils avaient mis sur mon ordinateur donc un message pour me souhaiter la bienvenue chez moi avec des photographies de mon séjour, des photos. C'est extraordinaire quand même. Donc moi je trouve que c'est une pensée merveilleuse. J'ai été ébloui, j'ai été très ému quand j'ai vu une chose pareille. Et je me dis, c'est grâce à la technique moderne qu'on peut obtenir des choses pareilles. Et avant, on ne pouvait pas. On ne peut pas dire qu'on est très pointilleux sur l'orthographe et la ponctuation quand on écrit un texto. Est-ce que vous l'êtes quand vous écrivez des textos ?
Alors, en régénération, enfin, je n'écris pas en langage phonétique, je suis incapable. Hein. Alors là, je ne comprends rien du tout. Moi, je suis incapable de décrypter les textes phonétiques des jeunes. Encore que, il y a un truc qui est rigolo quand même. Parce qu'avant, j'avais fait un livre sur les 100 expressions à sauver. Et alors, il y a une expression qui avait disparu complètement, c'est un de ces quatre. Vous savez, on dit un de ces quatre, on se fait, maintenant on dit à plus, à bientôt, bref. Eh bien, l'expression un de ces quatre a été reprise par les jeunes parce qu'en texto, ça donne A1, 2, C4. Donc, vous voyez, le langage texto permet de récupérer une très vieille expression. Alors, non, moi j'écris normalement, mais il m'arrive parfois de ne pas mettre un accent sur le A ou des choses comme ça. Mais enfin, bon, j'essaie surtout si je suis pressé, mais si je ne suis pas pressé, j'écris très correctement. Je fais juste une parenthèse, vous dites dans le livre que le mot qui a le plus fait chuter à la dictée de Pivot, c'est béaba. Oui, c'est vrai. C'est le mot béaba qui a... Enfin, pas un mot savant, c'est un mot de tous les jours. Ouais. Le mot béaba, dans une finale des décodeurs, avait fait, je crois, 70% de chute en finale. Et le mot béaba est un mot très étrange parce qu'il est composé de 3 éléments, mais il n'y a qu'un trait d'union. Quand il y a 3 éléments, généralement, il y a 2 traits d'union. Mais là, il y a écrit B point, A point, trait d'union, bas. Et alors, évidemment, tous les gens ont mis 2 traits d'union. Et c'est un mot, d'ailleurs, qu'on emploie comme ça en parlant, mais qu'on écrit très peu. Et donc, les candidats avaient beaucoup chuté sur ce mot, qui est pourtant un mot banal. Alors on a parlé du métier de lire, parlons du métier d'écrire. Je ne le savais pas, je l'ai appris en préparant cette conférence. Vous avez écrit un roman en 1959 qui s'appelait L'amour en vogue. Pourquoi, alors vous ne souhaitiez pas, pendant que vous animiez Apostrophe, écrire un livre et le publier, mais pourquoi n'avez-vous pas poursuivi cette aventure après Apostrophe? Est-ce que c'était par timidité, par modestie, par manque de confiance en vous? Pour quelle raison? J'ai pas écrit d'autres romans? Oui, exactement. Oh, c'est simple. J'avais 22 ans, je crois, donc j'ai écrit un roman. Il se trouvait que j'avais 6 mois devant moi, donc j'ai écrit un roman. Bon. Et puis il a été publié, donc il s'appelle L'amour en vogue. Alors on pourra parler du héros du roman. Je pense que c'est là où vous voulez en venir. Non, mais c'était vraiment sur le métier d'écrire d'abord. Alors, bon, il a été publié, puis après je suis devenu journaliste littéraire. Et quand j'ai lu quand même les romans des autres, je me suis aperçu quand même que le mien ne valait pas grand-chose. Donc je me suis dit, non sans raison, qu'il valait mieux être un bon journaliste qu'un mauvais écrivain. Et donc j'ai arrêté, j'ai plus écrit de romans. Voilà. Donc je suis... Et je pense que j'ai eu raison. Je pense que j'ai eu raison. Mais ça m'a pas... cela dit, je ne regrette pas d'avoir écrit ce roman. C'était un roman de jeunesse. C'est pas un roman autobiographique. Enfin, non, il est... Dans son esprit, il est autobiographique, mais l'histoire que je raconte ne l'est pas du tout. Alors, le héros... Le héros ça s'appelle L'amour en vogue parce que la fête foraine à Lyon s'appelle la vogue. Et le héros était gratteur de tête dans le train fantôme. Alors, je sais pas, vous connaissez le train fantôme? Et alors, je dois vous dire que le train fantôme a joué un très grand rôle dans ma vie. Et le gratteur de tête aussi. Alors, d'abord parce qu'il m'a permis d'écrire ce roman, dont le héros était gratteur de tête. Et il se trouvait que lorsque j'étais à Lyon, donc évidemment, à l'époque, inutile de vous dire que la sexualité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et que donc, quand nous tombions amoureux d'une jeune fille, c'était pas aussi simple que maintenant. Et donc, comme en plus de ça, j'étais très timide, enfin assez timide, quoi. Et on a toujours peur d'embrasser une fille à l'époque, parce qu'on avait peur de ramasser une gifle. D'ailleurs, à l'époque, on pouvait imaginer que les enfants se faisaient en embrassant une fille sur la bouche, quasiment, tellement nous connaissions si peu de choses de la sexualité. Je raconte d'ailleurs que moi, j'ai connu à Paris, quand j'étais étudiant, j'ai vu, mais vraiment, ça, je l'ai vu, je ne l'invente pas, j'ai vu des types qui vendaient comme ça sous le manteau, comme disaient, c'est des photos de femmes nues, etc. Alors, les types achetaient. C'était des reproductions de tableaux, de la Maya nue, d'Olympia, vous voyez, c'était que ça. Parce que vraiment, c'était les seuls, jusqu'à 18 ans, enfin non, jusqu'à 14 ans, je peux raconter pourquoi, jusqu'à de 14 ans, aucun garçon ne pouvait voir les seins d'une femme, c'était impossible.
ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais on ne les voyait pas. Et... Oui, alors je suis en train de tout mélanger. Donc le train fantôme. Oui. Alors le train fantôme. Donc, le gratteur de tête. Comme j'étais timide, alors j'emmenais parfois mes conquêtes, c'était pas très nombreuses, hein, mais enfin au musée de l'Hôtel-Dieu, où Rabelais d'ailleurs est resté pendant quelques années. Et là, il n'y avait jamais personne dans ce musée parce qu'il y avait que des bocaux de pharmacie, de pharmacopée du Moyen-Âge. Mais enfin, c'était un peu sinistre. Et puis un jour, j'ai trouvé le train fantôme. Alors, c'est génial, le train fantôme. Parce que, alors, on monte. Il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Alors, on monte sur un chariot, à côté la jeune fille, et puis après, le chariot, en brinque-ballant, s'engage dans une sorte de tunnel très noir. Et tout au long, alors, il y a des caïmans qui ouvrent là, il y a des squelettes qui sortent des tombeaux, il y a des gorilles absolument abominables, etc. Alors, évidemment, la jeune fille prend une trouille terrible. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a un secours, c'est moi. donc, elle se sert contre moi. Et dans ce cas-là, je pouvais, à ce moment-là, sans danger, l'embrasser et faire, parfois, risquer un geste. Enfin, bref. Donc... le train fantôme était une occasion assez extraordinaire de rapprochement des corps qui étaient souvent assez compliqués à l'époque. Voilà. Donc, alors on faisait un tour. Soit la jeune fille soit elle a eu vraiment très peur, donc elle fichait le camp, ou soit elle trouvait que mes manières n'étaient pas très chrétiennes et donc elle fichait le camp aussi, ou au contraire elle était ravie et on refaisait encore un tour jusqu'à ce que je n'ai plus d'argent. Voilà. Mais j'avais remarqué, c'est que derrière le chariot, il y avait un personnage qui était déguisé, soit généralement en gorille, et qui grattait la tête de la jeune fille, pour lui faire peur. Il poussait des hurlements derrière elle, elle avait encore plus peur, donc elle se cachait encore plus, donc c'était formidable, et il lui grattait la tête. Et je suis allé voir le gratteur de tête un jour, je lui ai dit, mais c'est formidable, c'est votre métier, ça vous gratte. Il me dit, oui, chaque fois qu'il y a la vogue... à Perrache ou à la Croix-Rousse à Lyon, je gratte la tête, je prends ma tenue de gorille et alors évidemment il faisait des petits boulots quand il n'y avait pas la vogue et j'étais fasciné par lui, je me disais c'est incroyable, il gagne sa vie en grattant la tête. Et un jour, je faisais apostrophe, un jour un journaliste m'a dit mais quel est votre métier ? Alors, d'habitude je réponds toujours comme vous, journaliste. Et là d'un seul coup j'ai répondu gratteur de tête. Et alors, évidemment, le journaliste est resté un peu... Alors, je lui ai expliqué l'histoire du train fantôme et je lui ai dit, mais finalement, je suis un gratteur de tête. Mais au lieu de faire peur à la jeune fille ou de faire peur aux gens, eh bien, je gratte la tête des téléspectateurs pour activer la circulation du sang, pour activer leurs neurones, pour qu'ils aient envie de lire, pour qu'ils aient leur donner envie de lire. Et donc, j'ai beaucoup regretté, d'ailleurs, que le film d'Empreinte, qui a été... intitulé banalement Les années apostrophes, moi je voulais qu'on l'intitule Profession gratteur de tête, car ça a été mon rôle à la télévision. Voilà. Pourtant, dans le livre, on sent qu'il y a beaucoup d'idées de romans qui vous effleurent l'esprit, très souvent. Des idées de romans qui vous effleurent l'esprit, oui, très souvent quand même. C'est un peu normal, mais par exemple... Tétière et Béragnon, c'est un titre formidable. Oui, mais ça c'est que j'étais enfant, là, j'étais dans le Beaujolais. Non, par exemple, j'avais écrit le titre d'un roman, parce que je trouvais le titre magnifique, c'était La vie désinvolte. La vie désinvolte, je trouvais que c'était un très beau titre. En plus de ça, c'était un de mes fantasmes, d'être... je suis très sérieux, bardé de trop de principes, mais j'aurais voulu avoir un peu de désinvolture. Alors, la désinvolture, c'est un vilain défaut quand c'est vraiment un égoïsme, un je m'en foutisme total. Ça, c'est un défaut. Mais il y a une manière d'être désinvolte qui peut être une certaine qualité. C'est une sorte de légèreté dans le compartiment, une façon de contourner les obstacles, une façon assez habile, assez drôle, assez séductrice de duper un peu les autres. Et j'avais un camarade au lycée Ampère à Lyon que j'admirais beaucoup parce que c'était lui un vrai désinvolte. Il était désinvolte. Et il avait on peut dire par exemple, je peux donner des exemples au cinéma, Vittorio Gassman dans Le Fanfaron, le jeune Jean-Claude Brialy, il portait bien la désinvolture au cinéma. Et donc j'admirais beaucoup ce garçon et je lui ai souvent sauvé la mise en faisant des fautes
témoignages, soit auprès des professeurs, soit auprès de ses parents, parce que sa désinvolture l'emmenait parfois très loin. Mais j'étais fasciné par sa désinvolture, et donc j'aurais voulu être, j'en reviens toujours à ce que je ne suis pas et que j'aurais voulu être. Et donc je me suis dit, j'aimerais écrire un jour un roman qui s'intitulerait La vie désinvolte. Évidemment, j'en ai pas écrit une ligne. Alors, on peut lire dans ce livre au mot prière, la prière que vous souhaitez qu'il soit lu à votre enterrement. Et puis vous dites que vous aimeriez mourir rêveur dans un fauteuil en écoutant soit l'adagio du concerto numéro 23 en la majeur de Mozart, soit un autre morceau de Mozart, hein, le concerto. Vous n'allez pas nous le mettre là, non ? Non, on n'est pas à la télévision. Non, ce qui est très drôle dans le livre, c'est ce passage sur la nécrologie. Vous racontez que finalement, quand un auteur aujourd'hui décède, évidemment, vous êtes un des premiers qu'on appelle, et que si vous n'aimez pas cet auteur, vous refusez d'en parler. Ah oui, dès qu'un écrivain connu meurt, les radios m'appellent tout de suite, évidemment. Alors, parfois, c'est fait dire. Alors, je raconte l'histoire de Solzhenitsyn. Là, c'était un peu normal parce que j'étais évidemment le journaliste français qui connaissait le mieux Solzhenitsyn. Et alors, je revenais de Saint-Tropez. Je me rappelle, ça a été terrible. Toute la journée, j'étais en short, en petite sandalette, pour parler de Solzhenitsyn. C'était incroyable. Enfin bref. Mais non, ce qui était rigolo. Alors, d'Ormesson d'ailleurs a beaucoup ri, parce que j'ai écrit que le premier de d'Ormesson ou moi qui mourra, l'autre aura de la peine, évidemment, mais il va être emmerdé, l'autre, parce que les radios et les télévisions n'ont cessé d'appeler pendant toute la journée pour lui demander un témoignage. Ça, alors là, le survivant n'y coupera pas. Et vous dites, je crains pour mes confrères des radios, tant ils sont coutumiers de m'appeler dès qu'une figure de la République des lettres disparaît, que le jour de mon décès, par habitude, ils ne me téléphonent pour me demander d'évoquer quelques souvenirs sur le défunt. Oui, à mon avis, il y en a qui vont se gourer. Ils vont dire, tiens, Pivot est mort, appelons-le. Qu'est-ce que les livres vous ont appris de la vie ? Qu'est-ce que les livres vous ont appris de la vie ? Ça, là, je ne sais pas d'où la sortez, celle-là, mais... Pas d'ici, je suis désolé. Je me suis gratté la tête. Est-ce que les livres, m'ont appris beaucoup de choses de la vie ici ? Bien sûr, fatalement. D'abord, j'ai passé tellement d'heures et de journées, de mois et d'années à lire que, fatalement, ils m'ont changé. Le fait de lire intensément. J'ai d'ailleurs lu un texte, pas plus tard qu'avant-hier, d'un écrivain argentin qui racontait que, justement, on était quand même un peu conditionné par les livres qu'on lit. Mais il ne donnait pas d'explication, il ne donnait pas d'explication. Je pense que, par exemple, j'aurais pas pu écrire ce livre-là si j'avais pas lu... si j'avais pas aimé Nabokov, Duras, Colette, Giono, qui sont présents dans ce livre. Donc c'est vrai que j'aurais pas écrit ce livre, je sais pas, ça a changé toute ma vie. Je serais pas devenu journaliste spécialisé dans les livres. Le hasard a fait que me suis spécialisé dans les livres, alors j'aurais pu très bien me spécialiser dans le sport ou autre chose, mais donc les livres ont totalement changé ma vie, totalement. Oui, il faudrait d'ailleurs que je réfléchisse à ça. Oui, parce qu'on pourra vous poser la question. Mais là, c'est presque un livre à écrire. Vous citez une lettre absolument magnifique de Jack London qui a écrit à sa bibliothécaire, qui est la femme finalement qui lui a donné envie de lire. Les mots sont splendides. À qui pourriez-vous écrire une telle lettre aujourd'hui pour le remercier de vous avoir donné le goût de lire ? À deux qui sont morts, évidemment. Michel Chrétien, dont je parlais tout à l'heure, et puis Maurice Noël, qui a été mon rédacteur en chef au Figaro littéraire, qui était un homme formidable, un géant, qui était l'ami de Paul Claudel, de Paul Valéry, et qui était impressionnant par sa culture. Moi, je ne savais rien en face de lui. Et je ne raconte pas dans ce livre, mais dans le dictionnaire amoureux du vin, que quand il m'a fait passer un test de lecture pour être engagé au Figaro littéraire comme débutant, il m'a questionné sur mes lectures et j'étais incapable de rien répondre. Il m'a par exemple demandé si j'avais lu les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Je n'avais jamais entendu parler. Et 30 ans après, j'allais faire un tête-à-tête avec Marguerite Yourcenar. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc je ne savais rien. Et à tel point qu'au bout d'un moment, il m'a dit mais
il s'attendait à voir devant lui un type de 23 ans, mais fou de lecture, qui avait tout lu. Vous savez, on en rencontre des personnages, des jeunes comme ça. Pas du tout, j'étais pas du tout. Et comme il avait fait le début de la guerre à Lyon, quand le Figaro était replié à Lyon, et il a regardé sur ma fiche, où est-ce qu'il m'a demandé, je m'en souviens plus, il a vu que j'étais lyonnais. Il m'a dit « Ah, Lyon, ça me rappelle des bons souvenirs, bien que ce soit de la guerre, on buvait du Beaujolais, on mangeait des cochonailles, rue de la Bellecordière, etc. » Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je lui ai dit « Ah, vous aimez le Beaujolais ?» Il me dit « Ah oui, j'aime le Beaujolais. » Et je lui ai dit « Ah, mes parents font du Beaujolais. » Ah bon? Et là, d'un seul coup, son œil qui était morne à cause de toutes les réponses affligeantes que lui avait faites, j'ai vu son œil s'allumer, là, d'un seul coup. Il me dit « Ah bon ?» et je dis « Ma mère a une petite propriété dans le Beaujolais, oui, et ils font du bon... » Très bon, oui, absolument. Et il me dit « Est-ce que je pourrais avoir, contre un chèque, bien sûr, mais comment s'appelle ce petit tonneau ?» Alors, je lui ai dit « Un caquillon. » Il dit « C'est exact, un caquillon. » Vous avez vu que j'étais authentique. Et alors, il m'a dit « Est-ce que je peux avoir un caquillon de Beaujolais ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. » Il me dit « Bon, ben, je vous prends à l'essai. » Alors, il s'est retourné, il a pris 3 livres sur sa cheminée. Il m'a dit « Bon, commencez à lire parce que vous êtes quand même très en retard dans vos lectures. » 15 jours après, alors j'avais un stage de 3 mois. Au bout de 3 mois, il pouvait me jeter dehors. Et 15 jours après, ou 3 semaines après, il était entré dans la rédaction en disant « Ah, Bernard Pivot, le Beaujolais de vos parents, oh, quel vin admirable, etc. » Alors tous les rédacteurs qui étaient tous en âge d'être mes pères m'ont dit « Ça y est, t'es engagé, tu t'écris un peu rien. » Et c'est vrai, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, ça c'est une de mes qualités en tout cas, c'est que j'ai compris que c'était ma chance. J'ai compris, j'ai dit ça c'est la chance de ta vie. Donc je me suis mis à lire d'une manière incroyable. J'ai essayé de rattraper le temps perdu. Et 3 mois après, il m'a dit ben, oui, c'est bien, je vous garde. Voilà. Donc vous voyez, la chance, c'est une chance extraordinaire. Sans le Beaujolais, je ne serais jamais devenu journaliste littéraire. Ouais, c'est comme ça. Donc, mais il faut savoir saisir sa chance. Et une fois qu'on l'a saisie, avec cette énergie, cette opiniâtreté qui sont le fond de moi, et encore une fois, je rends grâce au sport, parce que c'est grâce au football, à l'esprit d'équipe, à l'envie de gagner, à cette façon d'être tous ensemble, de perdre ensemble, de gagner ensemble, que je dois cette énergie qui ne m'a jamais abandonné dans mon métier de journaliste. Nous arrivons presque au terme de cette rencontre. Est-ce que vous avez des questions pour Bernard Pivot, vous qui êtes ici dans le dortoir des moines? Vous êtes si nombreux, alors s'il n'y en a pas une question... Et puis il y a aussi un match de foot. Oui, mais je pense aux autres qui sont dans les salles. Peut-être que tous ceux qui voulaient me poser des questions sont dans les autres salles. Voilà. Ça, c'est pas de chance, alors là... Bah écoutez, je vous conseille de lire le livre. C'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, le livre que Bernard Pivot va dédicacer dans un instant. Vous n'êtes pas timide quand même. Si, visiblement, si. Si. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Oui. Voilà. On vous applaudit, madame. Une question toute simple. Je voulais savoir, parmi toutes les lectures que vous avez eu l'occasion de faire, celle qui vous a le plus marqué. Ou laisser le meilleur souvenir. Oui, marqué, c'est peut-être un mot que je n'emploierai pas, parce que je ne peux pas dire qu'il y ait des... Par exemple, je n'ai pas de livre de chevet, mais parce que je réponds parce que je ne lis jamais au lit, donc je n'ai pas de livre de chevet. Mais livre qui m'a marqué, je dirais, en dehors du Petit Larousse et des Fables de La Fontaine, encore une fois, qui sont liés à un moment précis, pas seulement de ma vie, mais de l'histoire, parce que c'était la guerre. Les livres qui m'ont le plus impressionné, c'est souvent grâce au style. C'est ça qui est curieux. Moins par ce qui était dit, évidemment, ce qui était dit était extraordinaire, mais par exemple, je cite quelqu'un qu'on ne lit plus aujourd'hui, et c'est bien dommage. C'est un pamphlétaire qui s'appelle Paul-Louis Courrier, dont les œuvres sont dans la Pléiade, mais elles sont introuvables aujourd'hui, et qui était un officier de Napoléon, traducteur du grec, et qui a écrit des pamphlets extraordinaires. Et le goût d'écrire, le goût
parfois d'écrire des choses un peu dures, un peu violentes, un peu mordantes, un peu ironiques. C'est de lui que je tiens ce goût-là. Paul-Louis Courrier, c'était un vigneron, il s'est retiré au bord de la Loire et contre la monarchie, il était partisan de Napoléon, et donc contre la monarchie, contre le nouveau clergé, il a écrit des pamphlets absolument extraordinaires, mais surtout par le style. Le style est inouï. Il s'est présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, alors que c'était le meilleur traducteur de grec en France. Il a été recalé, il faut dire qu'il avait très mauvais caractère, et il a écrit ensuite un pamphlet contre l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est à mourir de rire, mais d'une méchanceté, mais grâce à son style. Donc ça, c'est un livre qui m'a profondément marqué. De même que les lettres de Voltaire m'ont marqué, toujours à cause du style, parce que je me représentais Voltaire écrivant au fil de la plume. Vous vous rendez compte, la correspondance de Voltaire, c'est 13 volumes de la Pléiade. 13 volumes. Vous imaginez le nombre de lettres? Mais c'est incroyable. Donc il écrivait au fil de la plume et avec un style inouï. Je vous dis, comment être aussi doué? Voilà, donc vous voyez, c'est plus parfois le style qui m'a impressionné que. Alors sinon, il y a toujours des livres qui m'ont marqué, les poèmes de Rimbaud, bien entendu, la poésie de Baudelaire, ce sont des choses évidemment qu'on ne peut pas. Le Voyage au bout de la nuit de Céline aussi. Bon, mais là, on n'en finira plus. Là. D'autres questions? Je vous en prie. Mais oui, là, encore la même chose. Voyage au bout de la nuit, finalement, c'est le style. Plus que ce que dit Céline, même si ce que dit Céline dans le Voyage au bout de la nuit est assez extraordinaire. Monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Avez-vous eu des écrivains qui vous ont toujours refusé l'invitation? Oui. Et à l'inverse, avez-vous refusé d'inviter certains écrivains? Oui. Alors je vous explique. Il y a des écrivains qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui avaient fait leur œuvre avant la télévision et qui n'ont pas éprouvé le besoin de venir à la télévision. Et alors il y a Julien Gracq, il y a René Char. René Char, j'ai failli. Il avait accepté le principe, et puis 10 jours avant, il s'est décommandé. Alors finalement, c'est regrettable parce que nous n'avons rien sur René Char. Il n'y a rien du tout. Nous n'avons rien sur Julien Gracq. En dehors, Julien Gracq parle du surréalisme, mais il ne parle pas de lui. Nous n'avons rien sur Samuel Beckett non plus, qui a refusé. Sur Sioran aussi n'a pas voulu. Mais ce sont tous des gens qui avaient, donc encore une fois, fait leur œuvre avant la télévision et qui se méfiaient de la télévision, qui n'avaient pas envie d'y paraître. Et puis inversement, alors votre question, c'est est-ce que j'ai refusé de faire venir des gens à la télévision? Oui. Et ce sont des gens très précis, ce sont des historiens, ce sont les négationnistes. J'ai toujours refusé de faire une émission avec un ou plusieurs négationnistes parce que je trouvais que c'était pas... Parce que vous comprenez, vous mettez un négationniste devant 3 historiens classiques. Déjà 1 contre 3, la sympathie du public va vers celui qui est tout seul, d'entrée. Deuxièmement, le public sera toujours plus intéressé par des explications qu'il n'a jamais entendues, même si elles sont contraires à la vérité, que par la vérité elle-même. Parce que cette vérité est dite, redite, ressassée depuis tant d'années, qu'elle est moins intéressante qu'une autre vérité, même si celle-ci est fausse. Rappelez-vous ce qui est arrivé dans l'émission d'Ardisson avec le type qui est venu raconter que les tours, les fameuses tours de New York, c'était une manigance américaine, ou même qu'il n'y avait pas d'avion qui était tombé. Enfin bref, il a raconté n'importe quoi. Et évidemment, le livre est devenu un best-seller parce que tout le monde avait envie de croire cette version qui est évidemment contraire à la vérité. Donc je n'ai pas voulu leur donner la parole. Voilà. Ce sont les seuls. Et puis, et j'en suis assez fier d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs dans l'empreinte, dans l'émission Empreinte, je suis très fier, la première fois que j'ai reçu Solzhenitsyn, donc sur le plateau, j'ai refusé qu'il y ait un intellectuel communiste français avec lui. J'ai refusé. Alors ça fait un scandale à l'époque, hein. D'abord, l'ambassade du RSS avait protesté contre la présence de Solzhenitsyn à la télévision française. L'Humanité a protesté parce que je n'invitais aucun intellectuel communiste. Mais il m'a semblé que ça n'était pas possible, moralement, logiquement, d'inviter Solzhenitsyn, qui ne parle pas français,
qui allait s'exprimer pour la première fois à la télévision, qui ne connaît rien à la télévision, je vous dire qu'il n'a jamais participé à une émission en URSS, donc il ne connaissait pas la télévision. Et de mettre en face de lui un intellectuel français, parlant le français, qui allait lui mordre les chevilles pendant toute l'émission, l'empêchant de parler, je trouvais que le débat n'était pas égal. Donc j'ai dit non, il n'y aura pas de... Et alors je me souviens que j'avais invité Jean Daniel, qui dès le départ a protesté donc contre le fait qu'il n'y ait pas d'intellectuel communiste. Et j'ai maintenu, et je pense que j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que je trouvais qu'il y avait une voix qu'on devait entendre, c'était la voix de Solzhenitsyn, et qu'après, on pouvait faire des débats. J'ai fait un débat d'ailleurs sur l'archipel du Goulag, où j'avais invité un intellectuel communiste, c'est normal qu'il soit là. Mais là, avec Solzhenitsyn, c'est la première fois qu'on entendait cet homme. Je trouvais anormal que quelqu'un vienne finalement l'empêcher de parler d'une certaine manière, l'entraîne dans des polémiques qui n'avaient pas lieu d'être. Je trouvais que dans une première émission, il fallait entendre son témoignage, rien de plus. Une autre question? Dernière question, si vous voulez. Je pense à tous les gens qui sont dans les autres pièces, qui sont des dizaines. Venez. Disant moi, mais voilà, ils ne sont pas là. Ah, c'est pas de chance. Oui, madame, je vous en prie. Ce sera la dernière question. Bonsoir. Bonsoir, madame. Si vous deviez reprendre Apostrophe aujourd'hui, quel est l'écrivain que vous n'avez jamais reçu à ce jour, que vous admirez et que vous souhaiteriez inviter? Ah, c'est une jolie question. Donc quelqu'un qui est venu depuis mon départ. Je sais, c'est difficile. Un écrivain français ou étranger? Hein? Aucune importance. Aucune importance. Pas une question facile. C'est pas une question facile. Non, c'est pas une question facile parce que si je pense que non, Houellebecq, je l'ai invité. Je l'ai invité dans une des dernières émissions de Bouillon de Culture. Je pense que finalement, il n'y a pas un nom qui s'impose à mon esprit comme ça. Finalement, c'est assez révélateur. Ouais. Il y a plusieurs noms, mais il n'y a pas un nom qui se détache dont j'aurais envie de dire oui, c'est lui. Oui, bien sûr. Oui, c'est un écrivain qui est apparu depuis 2001 et il est vraiment essentiel, non? Je vois parmi les jeunes écrivains, les nouveaux écrivains. Parmi les nouveaux écrivains. Oui, mais justement, les nouveaux. Non. Je ne sais pas. C'est effectivement, comme vous le dites, significatif qu'il n'y ait pas de nom qui s'impose à vous. Oui, il n'y a pas de nom qui s'impose avant. Depuis 9 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un écrivain qui a... Tous ceux qui sont très, très connus aujourd'hui, non, je ne peux pas m'en souffler un. De chez Albin Michel, peut-être. Mais en même temps, vous savez, je n'ai pas l'esprit très vif comme ça. Alors, peut-être que tout à l'heure, en rentrant, je dirais, mince, j'aurais dû citer machin. Mais je ne suis pas sûr, non. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un écrivain qui soit vraiment... La preuve, c'est que je ne l'ai pas cité spontanément. Donc si je ne l'ai pas cité spontanément, c'est qu'il n'y a aucun nom qui me vient avec assez de force à l'esprit pour s'imposer. Qu'est-ce qui est plus fort chez vous que l'amour des mots, Bernard Pivot? Que l'amour des mots? Ouais. Le vin, peut-être? Oui, mais on ne peut pas comparer. On peut pas comparer, ouais. Je ne sais pas, l'amour, si, il y a l'amour tout court. Voilà, c'est une bonne réponse. Oui. Merci beaucoup Bernard Pivot d'avoir passé cette heure et demie avec nous, c'était un plaisir, merci.